Bonjour à tous, au programme de ce 7L Sport du lundi 29 novembre. Alors du foot bien sûr avec la cuisante défaite de Montpellier au stade Vélodrome. Il y aura aussi du hand bien sûr avec Montpellier Colding en Ligue des Champions. Et surtout du volley avec la présentation du derby entre le MUC et l'Arago. C'est demain soir à 20h à Montpellier. D'ailleurs il y a une dizaine de places, dizaine d'invitations carrément à vous faire passer en appelant à ce numéro qui s'affiche en bas d'écran 04 67 41 88 37. Nous recevrons Arnaud Josserand et Sébastien Tournier, respectivement du Montpellier Volley et de l'Arago 7. Mais nos deux premiers invités sont les joueurs du Montpellier Waterpolo. Yann Verjade, bonsoir. Salut Yann. Et puis Mathieu Pesson. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux, mais d'abord on revient sur ce football et sur la défaite 4-0 de Montpellier au stade Vélodrome. On regarde les images. Alors dès le début du match, Montpellier se montre fébrile en défense. Valbuena sur le côté en rue, mais Mir Spajic, le décalage est fait. Et Brandao se retrouve étrangement seul, mais il rate complètement sa reprise. 20e minute, centre de Chérou. Là aussi, Spajic est devancé et la belle reprise de Lucho, très limpide après ce service de Brandao. Puis après, encore un tir dévié par Spajic de Chérou et partie de billard. Mapou Yangamewa est malchanceux. Jourdain ne peut rien faire, 2-0. Mais avant la pause, MHSC a l'occasion de revenir. Hélas, il rate l'immanquable, c'est Kabzé. Après, c'est le cauchemar. Lucho a tout le temps donné à Valbuena, qui ajuste Jourdain. Là encore, Spajic est en retard. Puis enfin, dans les prolongations, Loïc Rémy se joue trop facilement des deux défenseurs centraux. 4-0, quelle claque. Un non-match, on peut dire, de la défense centrale. Il va falloir se ressaisir samedi prochain face à Lyon, à la Mosson. On regarde les autres résultats des rencontres. On n'a pas les résultats, c'est pas grave. En tout cas, Montpellier est encore à la 5e place. Place maintenant au Waterpolo. Alors bonsoir à tous les deux. Alors victoire logique 12-6 face à Strasbourg. Allez, Yann en premier. Ben ouais, victoire logique. On en discutait un petit peu avant contre une belle équipe strasbourgeoise qui a fini l'année dernière 5e du championnat du championnat de France, pardon. Une équipe qui a fait des bons résultats d'ailleurs cette année. Pour l'instant, ouais, je pense pas qu'on puisse tirer de hiérarchie encore sur le championnat de France où il y a beaucoup d'équipes qui perdent, qui gagnent, qui font quelques surprises. Mais on voit que Strasbourg a perdu que de 2 buts à Nice, qu'elle s'est imposée contre Douai qui a fini dans le dernier carré l'année dernière. Donc Strasbourg, belle équipe et 12-6, on aurait pu faire un petit peu mieux. On a eu un petit peu de malchance, on a pris quelques buts un peu malencontreux, mais c'est un bon résultat dans l'ensemble, je pense. Mathieu Pesson, finalement la différence, vous l'avez faite à partir de la fin de la première période, on peut dire. Déjà, après, vous avez infligé un 5-0, je crois. Oui, je pense que ça va être le scénario de beaucoup de matchs cette année, puisque avec Nice et Marseille, nous avons les effectifs les plus complets. Des équipes comme Strasbourg, qui, comme Yann l'a dit, sont de belles équipes, ont quand même un jeu qui repose sur 2, 3, 4 grosses individualités, qui ont un bon set, mais dans ce set de base, qui n'ont pas peut-être les joueurs percutants que nous avons nous, et capables de faire la différence en plus de ces 3 ou 4 cadres qu'ils ont en plus. Donc on a fait une entame de match sérieuse en défense. On a essayé d'imposer notre rythme. Ensuite, c'est passé avec un 5-0 après, mais bon, comme Yann l'a dit, on prend 3-4 buts par manque de concentration, manque de lucidité et peut-être à un moment avec un relâchement. Oui, un relâchement, on trouve confiance en nous. Donc après, c'est dommage, il va falloir essayer de vite gommer ces petites erreurs pour justement les grands rendez-vous qui nous attendent bientôt. Eh bien, je vous propose de regarder tout de suite le résumé de la rencontre. C'était samedi soir à la piscine Antigone. 12-6, le score final démontre que Montpellier ne s'est pas arrêté sur son match nul à Aix-les-Bains, forgeant un peu plus son statut de prétendant au titre, malgré la suspension pour 3 matchs de son défenseur danois, Hansen Morgan. Toutes les attaques, on les pousse, ok ? Là, elle va siffler un peu n'importe quoi, là. On joue. Les gars, allez, les gars, reste calme.
Dominateurs dans tous les compartiments du jeu, les poloistes conduits par Andrés Aguilar ne lâchaient rien face à des Strasbourgeois encore bien tendres. Financièrement, on a l'un des plus petits budgets français. Donc voilà, on fait avec les moyens du bord et on essaye de prendre un maximum de jeunes et de les faire monter. Mais bon, on sait très bien que c'est très compliqué, sachant que dès qu'un jeune progresse, bien sûr, il y a une grosse écurie qui le veut. Pesson et Jarnet trouvaient facilement la cage gardée par Pelle, mais c'est en défense que le Montpellier Waterpolo doit mieux faire pour prétendre s'inviter à la première place. On a beaucoup de pression en fait parce que cette année c'est vraiment l'année où je pense qu'on peut vraiment rivaliser sérieusement avec Marseille. Déjà l'année dernière on les a vraiment bien accrochés en play-off et je pense que cette année c'est vraiment l'année où on peut vraiment leur faire mal. Donc c'est vrai qu'on se met un petit peu une vilaine pression, surtout en début de saison. On a eu une petite déconvenue en Coupe d'Europe qui a fait qu'on s'est remis un petit peu en question chacun. Mais là c'est bien, un match comme ça, on finit sur 12-6 contre Strasbourg. Je pense que c'est un bon résultat. La pression ne va pas faiblir car dès samedi prochain, c'est à Nice que Montpellier se rendra pour le compte de la 6e journée, avec au bout, en cas de victoire, une seconde place du championnat. Et on regarde tout de suite les autres résultats de cette 5e journée. Donc alors Montpellier-Strasbourg 12-6, vous venez de le voir. 7 qui l'emporte 14-9 face à Taverny. Aix-en-Provence qui gagne à Reims. Marseille relativement facilement face à Aix-les-Bains. Et puis Nice qui gagne à Douai dans ce duel des premiers du classement. Donc je crois qu'il y a une erreur. Je crois que Marseille a 6 matchs. Mais bon, 6 matchs et à 18 points. Voilà, donc faites là pour rectifier le tir. Écoutez, alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce match, à part ce qu'on a dit avant, le résumé là. Qu'est-ce qui vous a marqué dans votre façon de gérer sur la durée ce match? Mais je pense que déjà ce qui est important c'est quand on regarde les buteurs. Je crois qu'on est 5 ou 6 buteurs ou peut-être même un peu plus. Statistiquement 8 buteurs. Ouais. 8 buteurs sur cette partie où il y a 12 buts, il y a Mathieu qui en met 3. Après on a un joueur à 2 buts et après chacun apporte sa pierre à l'édifice. Donc ça je pense que c'est important de le retenir. La suspension de 3 matchs d'Émile, donc qui est quand même le défenseur numéro 1 au poste de défenseur pointe, qui a été comblé très très bien par Quentin et puis par d'autres joueurs où on a réussi à tourner dessus. Quentin Chipotel, Je ouais. ne dis pas, mais il a défendu aussi. Ouais, ça m'arrive de temps en temps. Yann aussi, c'est votre rôle hein, de défenseur. Ouais, je viens plus en 3e défenseur pointe sur les matchs où il y a beaucoup d'exclusions, où les arbitres sanctionnent pas mal. Mais les 2 prioritaires sont Émile et Quentin. Donc je vois que là-dessus, on a quand même su pallier cette absence. Donc c'est plutôt positif. Après, que dire d'autre, Mathieu? Il fallait réagir après la contre-performance, on va dire, avec Aix-les-Bains. Hein. Tout à fait, je crois que 6 partout. On a fait une entame de match avec Aix-les-Bains, on a fait une entame de match très timide, je pense, dû à la grosse fatigue accumulée durant le voyage. Il ne faut pas oublier qu'on est monté en minibus et qu'on arrive à 18h pour jouer à 20h, donc ça coupe un peu les jambes. Après de là, comme l'a dit Vincent, cette année plus qu'une autre année, on est vraiment prétendant au titre, on est là pour battre Marseille et gagner ce titre de champion de France, enfin qu'on attend depuis des années. Justement, si on veut se comporter en leader, il faut commencer à se comporter en leader et en champion en gagnant ce genre de match, en entamant la première période 1-0, après en faisant 6-1, après bon... Alors, ils reviennent 6-3 et à 4 minutes, en contre-osement, le DS d'Émile qui fait très très mal vu qu'on se retrouve pendant les 4 minutes d'infériorité numérique à 1 de moins. Enfin voilà, et je pense que samedi, on a montré contre une belle équipe du moment, Strasbourg, qui fait de très bons résultats et qui a montré qu'elle n'était pas là pour être le petit poussé ou, comme l'a dit Sébastien Berenguel, un des plus petits budgets du championnat. Je pense qu'on a répliqué de bonne façon en montrant que 12-6 à domicile, c'est un très bon résultat. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup d'équipes qui feront la même chose cette année contre eux. Donc un petit point positif, même si il y a des trucs à gommer, il y a des trucs à rectifier. Donc, je reviens sur ce match avec Aix-les-Bains. Qu'est-ce qui s'est passé en plus de la fatigue? Il faut savoir que c'est très difficile d'aller jouer avec Aix-les-Bains puisque ils sont un peu la réputation d'être une équipe de bagarreurs qui joue vraiment assez physique et qui accroche, qui tire,
je veux dire, qui sait tirer son épingle du jeu par un peu plus de physique que les autres, vu qu'après, personnellement, au niveau technico-tactique, ils sont pas extraordinaires. Donc c'est une équipe qui est très dure à manier, et c'est une équipe justement qui, si quand on n'arrive pas à imposer notre rythme et à montrer qu'on est là justement pour être les leaders dans le bassin, eh ben, on leur laisse cette petite chance d'y croire, et comme c'est une équipe qui lâche rien, une équipe de bagarreurs qui y croit jusqu'au bout, ben, c'est ce qui s'est passé. 6-1, je pense qu'il y en a 3-4 zones plus qu'on peut mettre, qu'on joue vite, justement peut-être à un moment parce qu'on veut tuer le match, et en voulant trop bien faire, ben, on fait mal. Ben, de 6-1 qui aurait pu être 10-1, ben, on se retrouve à 6-1, après derrière un penalty, une DS plus penalty, après il faut voir qu'en 4 minutes on a pris que 2 buts en infériorité numérique, mais on n'est pas arrivé à jouer devant, donc après c'était très très Est-ce dur. que vous n'aviez pas dans les têtes cette élimination de la N-Trophy, de la Coupe d'Europe? Peut-être, ouais, mais... C'est quand même une grosse déception, là, parce que vous visiez les quarts de finale. Ouais, après, encore une fois, je vais le dire, mais on n'a pas de chance, on est tombé quand même sur un gros groupe. Spandau, il y a la moitié Berlin, il y a la moitié d'équipe nationale. La Fiorentina, club italien, toujours difficile, c'est le meilleur championnat européen, donc toujours difficile à jouer. Après, je pense que, comme l'a dit Mathieu, Aix-les-Bains, c'est difficile de gagner à Aix-les-Bains. C'est une équipe qui joue avec son cœur, et pas qu'avec son cœur, qui est assez bagarreuse. Voilà, on est tombé dans la provocation, et le 6-5 qui aurait pu se transformer en 7 ou 8-1. Et ben, petit à petit, 6-2, 6-3, EDS, penalty, 6-4. Et puis après, on n'en prend que 2 en 4 minutes. Donc là encore, on a montré des valeurs défensives, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Est-ce qu'on va dire que c'est un accident? Parce que, en théorie, avec l'équipe que vous avez, normalement, comme l'a dit Mathieu, vous devez... Ah ouais, c'est sûr. Non, c'est pas un accident, c'est une contre-performance. C'est complètement une contre-performance. Je veux dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette année, Vincent l'a dit, tout le monde le dit, c'est l'année où on peut inquiéter Marseille, où on peut battre Marseille. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si on veut prétendre à avoir ce titre à la fin de l'année, à être champion, ben ça passe par des matchs comme ça, justement, à pas galérer d'un 6-1 à un 6-6, on aurait dû tuer le match, et c'est peut-être l'erreur qu'on a faite à un moment en Coupe d'Europe, peut-être de pas avoir su jauger à sa juste valeur l'événement, de peut-être s'être encore un peu cru en championnat de France, de croire qu'en jouant à jeu égal avec les Italiens, ça allait peut-être passer sur la fin, puisqu'avec un petit éclat en défense ou en attaque, on l'a vite vu, ils nous ont vite remis à la réalité des choses en mettant un 7-1 dans le dernier quart-temps. C'est comme ça, mais je pense que c'est à nous d'apprendre ce genre de choses, et justement faire comme on a fait samedi contre Strasbourg, faire en sorte qu'il n'y ait pas matière à ce qu'ils reviennent, et qu'ils puissent justement nous inquiéter dans notre marche vers le titre de champion. Vous parliez, Mathieu, de précipitation. Justement, est-ce qu'il ne faut pas laisser un peu plus de temps, parce qu'il y a quand même 4 nouveaux joueurs cette saison? Est-ce qu'il ne faut pas laisser plus de temps à l'équipe de se construire, de construire des bases solides? Oui, après c'est vrai que les 4 joueurs, ça représente quand même un tiers de l'équipe qui a été renouvelée, pour certains qui arrivent dans une équipe qui joue le titre. Donc il y a 2 anciens Sétois, peut-être pas facile à gérer pour eux aussi. On a un Monténégrin qui ne s'est pas encore complètement adapté, que ce soit au niveau de la langue, au niveau de la manière de fonctionner du club. Nicolas Popovic, qui met un petit peu plus de temps. Le Hongrois, Gabor, lui, s'est très bien adapté. Alors lui, le gardien, Gabor, c'est une satisfaction, il s'est bien adapté, il est bien ici. Le Monténégrin, ça prend un peu plus de temps. Et puis après, Quentin et Geoffrey, ils sont en train de s'adapter. Ça va être de mieux en mieux. Là, déjà, on voit qu'ils... Geoffrey Lowe et Quentin Chipotel. Ils sont bien, je pense qu'ils sont bien dans le club. Et puis voilà, ils sont en train de travailler. Tout le monde travaille pour les échéances importantes qui vont arriver début janvier avec Marseille. Là déjà, le week-end prochain, on va à Nice. On enchaîne sur Douai. Et puis après Marseille en janvier. Alors justement, 2 déplacements périlleux, Mathieu. Là, Douai et Nice. Là, 2 équipes qui visent le dernier carré. Là, c'est là qu'il va falloir justement qu'on tombe pas dans le piège et qu'on montre encore une fois, je vais me répéter, que justement cette année, plus qu'une autre, c'est notre année. Nice, qui a plus ou moins la même physionomie que l'année dernière, une équipe jeune avec quand même quelques cadres qui sont quand même incisifs. Aller jouer chez eux dans cette période-là, c'est très bon pour nous,
puisque justement ça va nous permettre justement de voir si l'échec de la Coupe d'Europe, si ce match nul avec Aix-les-Bains était des contre-performances ou un accident. Le fait de faire un bon match à Nice sera aussi un bon déclencheur pour faire un bon match à Douai, puisque c'est très difficile d'aller jouer à Douai. Il faut savoir que l'année dernière, quand même, on est la seule équipe du championnat à s'être imposée là-bas en play-off, mais bon, c'était au moment le plus important. Donc voilà, je pense qu'au niveau de l'équipe, tout le monde s'est un peu plus ou moins mis en place dans le groupe. Comme l'a dit Yann, c'est vrai que le Monténégrin a un peu plus de mal, vu que il a plutôt eu l'habitude de faire beaucoup de petits clubs dans lesquels il était un des joueurs majeurs. Puis c'est quelqu'un qui a l'habitude de jouer pour lui aussi, peut-être. Ouais, voilà. Là, il faut comme c'est un gaucher, en général, les gauchers, ils sont souvent sollicités pour finir. Ouais. Et comme il a fait des petits clubs avant, je pense qu'il a un peu du mal par rapport à Gabor, qui lui a fait partie de l'équipe nationale, qui a été champion olympique, champion du monde, etc., qui lui sait ce que c'est le haut niveau, le professionnalisme, et je veux dire, il n'y a pas de problème d'ego après à ce moment-là. Donc voilà, deux gros matchs. Après, derrière, Tavernier à domicile. Donc je pense que voilà, c'est à nous de faire justement que ce championnat pour nous soit de nous rendre facile justement ces matchs-là, justement en étant d'entrée agressif, solide en défense. Pas se précipiter, parce que justement je pense que la précipitation montre peut-être à un moment un manque de sérénité. Donc justement poser les attaques, rester tranquille, pas faire comme samedi, prendre des contre-attaques sur des attaques qu'on était censé finir et marquer. Donc voilà, donc je pense qu'il va falloir travailler cette semaine d'entraînement, essayer de voir toutes ces choses, et puis je ne suis pas inquiet plus que ça, on va y arriver. On en parle encore après une petite pause publicitaire. Chaque année, le manque d'eau entraîne la mort d'1,5 million d'enfants de moins de 5 ans dans le monde. Parce que l'eau est nécessaire à la vie et parce que chaque vie est importante, l'UNICEF agit sur le terrain dans plus de 150 pays. En France, l'UNICEF sensibilise et alerte sur le rôle vital de l'eau pour tous les enfants du monde à travers une multitude d'actions et d'événements. Notre but, mobiliser et collecter pour nos programmes. Pour venir en aide aux enfants, moi, j'ai choisi d'être bénévole. Bénévole à l'UNICEF, pourquoi pas vous ? Spécialiste du confort médical, Valéa Santé développe des solutions d'aide à l'autonomie. Valéa Santé vous invite à découvrir sa nouvelle gamme de vélos et tricycles à assistance électrique. Valéa Santé vous propose des véhicules pour tous les styles de vie, des vélos à partir de 1 190 € et des tricycles à partir de 1 600 €. Pour vous permettre plus de mobilité, tous nos vélos et tricycles bénéficient d'une assistance immédiate au démarrage. Valéa Santé, la liberté retrouvée. Valéa Santé, c'est 2 adresses, à Lunel et une à Montpellier. Plus d'infos au 04 67 830 408 ou sur www.valeasanté.fr. Nouveau, le sac à sapin est 100% biodégradable et compostable, car il est fabriqué à base de céréales. Il peut être jeté directement avec le sapin. Décoratif et pratique, le sac à sapin est surtout généreux. 1,30 € reversé à Handicap International. McDan autour de chez vous et depuis novembre aussi à Juvignac. On se retrouve avec le water polo, Montpellier water polo. Alors,
justement, on en parlait avec c'est Yann, hein, vous disiez, il y a ces 2 déplacements, donc périlleux à Nice, puis à Douai. Et puis après, il y a Taverny. Et après, il y a une pause de 2-3 semaines avant The Big Match face à Marseille. Déplacement à Marseille le 15 janvier. On va à Marseille. C'est ça, vous allez à Marseille le 15 janvier. C'est pas mal d'avoir 2-3 semaines pour préparer ce match. Ça dépend comment on gère cette période, cette trêve. Hein, ça dépend. Nous, on va reprendre les entraînements le 3 janvier. Ça nous fera 2 semaines. On aura un programme entre-temps pendant les fêtes, pendant la petite semaine, 10 jours de coupure qu'on aura. Maintenant, je pense qu'avant de se projeter sur Marseille, il faut penser à Nice, et après penser à Douai, et après penser à Taverny. Parce que malheureusement, depuis le début de l'année, on n'a jamais joué au complet. Il nous a toujours manqué Brice Boost, qui s'est cassé le doigt en début de saison. Là, il revient, il reprend les entraînements, mais il est encore un peu trop juste pour jouer. On vient de perdre Émile. Normalement, j'espère pour lui. Après, ça dépend de sa calcification, ça dépend de sa reprise. Maintenant, on a Émile en moins. On n'a jamais été au complet pour l'instant, donc c'est sûr qu'on a une belle équipe sur le papier, amputée toujours de 1, 2, 3 joueurs, suivant les malades, les blessés, les suspendus. Donc voilà, déjà commencer par relever le challenge que les Niçois vont nous proposer. Après, enchaîner sur Douai avec leur petit bassin particulier. Douai qui fait un mauvais début de saison en ce moment. Donc, ils sont, pour l'instant, je ne sais pas ce qui se passe, mais je pense qu'ils auront à cœur de relever la tête contre nous. Malheureusement, ce sera contre nous, je pense. Mais bon, on est là. Je pense qu'on a les armes pour gérer ces 2 déplacements. Taverny. Si on est sérieux, il ne devrait pas y avoir de problème. Et puis après, on passera sur Marseille. La revanche de la Coupe de France, où on perd en demi-finale d'1 but. Mathieu, en début de saison, Mathieu n'avait pas joué, n'avait pas participé au match. On ne perd que d'1 but. Donc maintenant, on se dit qu'avec l'équipe au complet, pourquoi pas. Dernière question, Mathieu. Montpellier, plus fort que l'an dernier ? En fait, c'est difficile à... Vous avez quand même l'apport d'un gardien de grande classe. Ça, c'est indéniable, que c'est notre grand plus cette année. Mais le problème, il est que c'est très difficile, vu que l'année dernière, en la personne de Thijs de Bruyne, on avait vraiment un joueur qui était physique, qui avait beaucoup d'impact et qui pouvait vraiment tout faire, jouer à droite, jouer à gauche, défendre en pointe, aller en pointe. Même si cette année, on s'était beaucoup renforcé dans l'axe, avec la venue de Quentin Chipotel, qui est défenseur pointe, la venue de Gabor Yazvelini, qui est vraiment un très très bon gardien. Il faut que le gaucher, je pense peut-être qu'on aurait perdu en puissance au niveau des ailes et des extérieurs. Il faut que le Monténégrin soit un peu plus performant. Il faudrait que le Monténégrin aujourd'hui, justement, pour moi, est un peu en dents de scie, puisqu'il a fait 2-3 matchs en Coupe d'Europe qui ont été quand même assez... pas impressionnant mais bon, un gros match en Coupe de France contre Marseille où il met 5 buts. Je pense qu'aujourd'hui il faut qu'on arrive à parler avec lui et qu'il se mette au service de l'équipe pour l'équipe et pas justement essayer de tirer son épingle du jeu en montrant qu'il est là avec des actions individuelles qui peuvent à un moment desservir au collectif. Donc c'est dur de dire plus forte ou moins forte. Je veux dire qu'au niveau défensif et au niveau du gardien, c'est beaucoup renforcé. Le problème du gaucher aujourd'hui fait qu'on ne peut pas encore dire qu'on est plus fort que l'année dernière, mais on a une très bonne équipe. D'accord. Écoutez, merci à tous les deux. Bonne chance pour ce déplacement à Nice. Merci beaucoup. Merci d'être venus. Et puis, alors, il y avait du rugby aussi, l'équipe de France qui jouait contre l'Australie, écrasée 59-16. Le petit Montpellierin Fulgence Ouedraogo n'a pas pu faire grand-chose, hélas, comme le reste de ses coéquipiers. Et justement, c'est l'invité de notre côté vestiaire. On regarde. Bonjour, c'est Fulgence Ouedraogo. Bienvenue dans les vestiaires du MHR. Alors Fulgence, bonjour. Bonjour. Elle est où ta place dans les vestiaires du MHR ? Ma place elle est par là-bas, on a un petit recoin là. Et voilà, juste là dans le petit recoin. Voilà. C'est toi qui l'as choisi ou ça s'est fait comme ça ? Quand on arrive au stade, moi je choisis ici avec d'autres joueurs. Là il y a Vassili Boss, là il y a Benoît Payog, Sébastien Petit, Michel Macurdi. Donc voilà, j'ai bien aimé cette intimité qu'on a un peu par rapport au reste du vestiaire. Ton premier jour ici dans ces vestiaires, tu t'en souviens ?
Premier jour, oui, premier entraînement, on était tous contents de découvrir les lieux, de s'installer, de prendre sa place et voilà, et d'apprécier tout ce qui est mis à notre disposition. Donc c'était un bon moment. Et premier match ? Premier match, grand moment. C'est vrai que le premier match ici à du Manoir, c'était un grand moment pour nous dans cette enceinte. Un match avec beaucoup de pression, mais on a su y répondre. Donc voilà, un grand moment aussi dans le club. Mais écoute, tu peux t'asseoir si tu veux, Fulgence. Alors on parle souvent de sportifs superstitieux. Est-ce que Fufu est quelqu'un de superstitieux avant les matchs ? Superstitieux, pas trop, mais après oui, j'ai quelques détails qui reviennent un peu avant les matchs. J'aime bien écouter la musique, un peu être dans ma bulle. Donc voilà, j'essaie de me concentrer un peu à l'écart et voilà, tout doucement de rentrer dans mon match, mais après, je suis pas comme Zidane, c'est pas chaussure gauche, chaussure droite. Ou, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Sur ça, il y a pas de souci. Si, des fois, avant les matchs, j'aime bien mettre une petite claque à Benoît Payog, ça le réveille et ça me met dans le match aussi, donc c'est sympa. C'est qui le joueur le plus nerveux de l'équipe là, avant les matchs ? C'est Vassili Bost. Il aime bien se motiver. Lui, par contre, il a une motivation particulière. Il se met des coups de tête là, contre le rebord de son casier. Il se met la vaseline, le bandeau. Il est à 10 000 avant le match quand même. Donc moi, j'essaye de rester un peu à l'écart et de garder ma bulle là, couverte parce que là, c'est dangereux. Est-ce que toi, tu as un truc pour évacuer la pression ? La musique, je pense qu'écouter la musique, être voilà, dans sa bulle, on se concentre sur soi-même, on n'entend pas trop les bruits extérieurs. Et on a une préparation un peu individuelle avant de rentrer dans la préparation collective. Quel est ton meilleur souvenir dans ces vestiaires ? Ou meilleur souvenir de vestiaire tout court, hein, même quand tu joues au pic ou tu vois ? Meilleur souvenir de vestiaire, je crois, c'est finale de la Coupe du Monde chez les jeunes. On gagne à Clermont-Ferrand. Et au retour dans les vestiaires, on peut imaginer que c'était la fête, c'était un peu n'importe quoi. On a ouvert le champagne, on s'est baigné dans la piscine, on a crié, on a gueulé, on a fait la fête, on a tout fêté. Il y avait, je crois, des tables avec du jambon, un banquet, il y avait un peu de tout et c'était un peu la folie dans ces vestiaires. Donc c'était vraiment un grand moment. Fufu, raconte-nous cette ambiance particulière à quelques heures d'un match capital. Comment ça se passe en général dans les vestiaires ? Tout le monde a sa préparation. Après, c'est vrai qu'au début, tout le monde se prépare, tout le monde commence à s'habiller, à se changer. Puis après, soit on va dans la salle d'échauffement qui est à côté, soit sur le terrain. Après, ça revient ici et voilà, on commence à enfiler le maillot, à se changer. Et après, il y a les accolades, il y a des regards qui se font. Après, on se met bien en groupe, on se parle un peu et voilà, on sent que le match est important, qu'il y a un peu de tension, de la pression, mais c'est excitant quelque part de se sentir ensemble juste avant un grand match. C'est des grands moments. C'est pas forcément des grands discours, mais c'est les sensations qu'on a entre nous sans forcément parler. Est-ce qu'on a conscience que quand on est sportif de haut niveau, qu'on va rentrer dans un spectacle ? Est-ce que tu peux comparer les vestiaires à des coulisses de théâtre, par exemple ? Bien sûr, c'est vrai que c'est la dernière répétition, c'est les dernières mises en place, derniers conseils qu'on se donne avant le grand match, le grand soir. Et plus quand on sent qu'il y a du monde dans le stade, on peut les entendre un peu quand même, on entend la musique, on entend le monde. Et quand on sent cette ambiance-là, ça fait monter encore plus la pression, ça rend le match encore plus excitant de savoir qu'il est plein et que voilà, qu'on a un grand rendez-vous. Donc pour nous, c'est des grands moments. Et voilà, c'est vrai que c'est un spectacle, mais voilà, je pense que nous sur le terrain on prend du plaisir, mais on essaie d'en donner aussi à l'extérieur, donc c'est ce qu'on essaye de faire au maximum. Et quand il y a une communion comme ça, c'est vraiment agréable. Alors toi, tu es le capitaine de cette équipe. Dans les vestiaires, tu dois avoir un rôle encore plus important à jouer, non ? Est-ce que tu en as conscience ? Est-ce que tu te... Conscience, oui. Après, c'est comme je l'ai dit, c'est donner les derniers conseils, donner les points importants du match, les aspects techniques, parler à certains joueurs, voilà, essayer de mettre tout le monde dans le bon sens, essayer des fois de mettre un coup de pression avant le match pour entrer, pour qu'on soit prêt, ou au contraire essayer d'évacuer un peu la pression s'il y en a trop. Voilà, il faut gérer en fonction des sensations qu'on a. Le coach, quel discours quand est-ce qu'il fait son discours ?
ici au MHR? Nous, on a un briefing quand on revient de l'hôtel, on revient ici, il y a un briefing un peu dans les vestiaires avant que tout le monde se change. Donc voilà, il vient nous parler, il y a pas mal de tableaux, il appuie certains points techniques qu'on a travaillé durant toute la semaine, il nous recrée au tableau pour qu'on s'en imprègne bien, et voilà, après il parle à certains joueurs sur des aspects techniques ou sur de la motivation. Voilà, il intervient un peu par à coup, comme ça de temps en temps. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le sac de Fulgence Ouedraogo quand il vient à l'entraînement ou quand il vient au match? Est-ce qu'on peut regarder, jeter un coup d'œil? À l'entraînement, on vient avec rien, il y a juste ma tenue avec laquelle je suis venu, et après il nous laisse les tenues ici. Donc on prend notre tenue, on se change, on se met en tenue d'entraînement, et en fait pour l'entraînement on n'a rien à porter de chez nous. On arrive, donc il n'y a que les affaires personnelles dans le sac en fait. Ouais, on arrive en claquettes, short, c'est ce qui change d'être professionnel et amateur. Voilà, c'est ça, on arrive, on n'apporte rien, j'ai mes crampons qui sont directement là, les tennis, alors, les affaires pour changer. Les crampons, Fufu, tu as combien de crampons différents? J'en ai pas mal, je sais plus. Pas de sac, hein, on vient comme ça, c'est ça d'être professionnel? C'est ça, on n'apporte rien, on a tout sur place. Même on fait le petit déjeuner ici, on n'a rien à faire, quoi. On arrive, on se lève et on va directement au stade. Et voilà, on a tout, que ce soit t-shirt d'entraînement, short, chaussettes. Là sur place j'ai mes crampons, j'ai tout, donc voilà, on en revient les mains dans les poches. J'aimerais revenir sur cette histoire de regard. Est-ce qu'on se nourrit du regard de ses coéquipiers? Bien sûr, dans les vestiaires, c'est une ambiance particulière. Il n'y a pas forcément de grands cris ou de bruit, même si nous, on aime bien de temps en temps mettre de la musique. Mais à certains moments, voilà, on coupe la musique et là, ça se passe sur des regards, sur des sensations. Ouais, on sait qu'on aura un grand match à faire ou on sait que son copain est dans le match. Et ouais, c'est une question de regard, de confiance. Et quand on connaît bien les personnes avec qui on joue, c'est des sensations qu'on apprend vite à reconnaître et à identifier. Donc voilà, pour nous, pas forcément besoin de mots, juste des regards, ça exprime tout. Ta première fois au MHR en pro, ouais, je m'en souviens, c'était à l'extérieur, c'était à Biarritz. T'avais vu le déplacement, bien sûr, le track, je savais pas, moi je sortais des catégories jeunes, j'avais joué un match en espoir je crois et c'est tout, et directement en première, donc je savais pas comment ça allait se passer, en plus contre Biarritz qui était champion de France à cette époque. Donc voilà, pas mal de track, pas mal d'appréhension, mais voilà, je me suis lancé dans le grand bain, ça s'est fait comme ça, les anciens joueurs m'ont bien mis, m'ont aidé, m'ont soutenu, surtout m'ont rassuré, donc voilà, ça s'est bien passé. Fufu, l'été dernier, il y a eu l'épisode Nice Na avec l'équipe de France de football, avec justement cette notion de vestiaire sacré. Tout ce qui est dans les vestiaires, c'est sacré. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ça ne doit pas sortir du vestiaire. Tout ce qui est dit. Tout ce qui est dit, ouais, ici, des choses, c'est entre nous. Je pense que ça appartient au groupe, compris joueurs, encadrement, mais ça nous appartient. C'est des moments qui sont les nôtres. Je pense que voilà, c'est fait exprès qu'on soit ici, isolé, qu'on ne soit pas au milieu du terrain en train de vivre cet instant-là. Donc voilà, c'est confiné, c'est un endroit confiné qui appartient qu'aux joueurs et à l'ensemble de l'effectif. Est-ce que tu es d'accord avec les gens qui disent qu'un match se joue en partie dans les vestiaires avant? Non, pas forcément. Des fois, j'ai eu sensation où voilà, on a l'impression de ne pas trop y être, de ne pas être trop présent, et au final, on a sorti des grands matchs. Et d'autres moments où voilà, on avait l'impression d'être surmotivé à fond, et au final, on est passé carrément à côté de notre match. Donc il n'y a pas vraiment de vérité. Donc voilà, il peut se passer des bonnes sensations dans le vestiaire, et après dans le match, pas du tout. Ou l'inverse, il n'y a vraiment pas de vérité là-dessus. En tout cas, toi, tu as toujours la même attitude dans les vestiaires avant chaque match? Tu essaies de garder le même cheminement de concentration? Oui, il y a une certaine routine qui se fait avec le temps. C'est vrai que moi j'écoute la musique, après je vais m'échauffer un peu individuellement, tout ce qui est étirement, commencer la mise en route, et voilà, au fur et à mesure monter un peu en intensité avant le match, avant l'échauffement collectif. On m'a dit que tu aimais bien les soins. Est-ce que tu aimes te faire cajoler avant un match Non, pas du tout. Avant un match, aucun soin, rien du tout. Plus après le match, plus en réconfort après le match. D'accord, Fufu, cette émission va se terminer. Nous, on a une tradition, c'est-à-dire que je vais te donner un maillot, le maillot de côté vestiaire, et je vais te demander de le signer. Okay. D'accord? Pas de souci. Je te le donne. Hop, avec le marqueur. Tu peux te mettre où tu veux. Je te suis.
Merci. T'as le choix, t'es le premier. Tu peux me montrer à la caméra? Je suis le 7, beau numéro. Le 7. Ok, merci Fufu. Et puis, merci de nous avoir reçus dans l'antre Dieu ma chère, le vestiaire. Merci. De rien, avec plaisir. Et nous avons changé d'invité, c'est le volley avec à ma gauche Sébastien Tournier de l'Arago 7. Bonsoir. Et Arnaud Josserand du Montpellier volley. Bonsoir. Sébastien, ça fait bizarre de vous voir du côté de l'Arago 7 parce que vous étiez Montpelliérain encore l'an dernier, vous étiez coéquipier. Exactement, ouais. Donc j'ai juste changé cette année, mais voilà. Bon, ça se passe bien pour vous? Les aléas. Oui, ça se passe très bien. Ouais. Là, personnellement, je suis blessé, donc je ne vais pas pouvoir participer à la fête demain, mais sinon, à part ça, tout va bien. Ouais. Ce derby, Montpellier 7. On va faire une petite pause publicité. Juste, je vous rappelle qu'il y a des places à gagner, une dizaine de places au numéro 04 67 41 88 37. C'est demain soir à 20h au Palais des Sports, Pierre de Coubertin à la Paillade. On se retrouve après la publicité. Entrez dans l'ère Opel. Bonjour et bienvenue chez France Auto, votre concessionnaire exclusif sur Montpellier, 7 et Castelnau. Je m'appelle Vincent Vernier, je suis le commercial Opel Entreprise dédié aux professionnels. Vous souhaitez créer, renouveler ou agrandir votre parc de véhicules, je suis là pour vous accompagner et vous conseiller. Opel Entreprise, c'est une gamme complète de véhicules utilitaires, mais également des véhicules de société 2 places et bien sûr des véhicules 5 places. Vous bénéficiez sur l'ensemble de notre gamme de tarifs professionnels très avantageux et de solutions de financement en crédit classique, crédit bail ou location longue durée. France Auto, c'est un vrai service personnalisé avec un atelier rapide sans rendez-vous dans l'une de nos 3 concessions. Et en plus, on répare votre carrosserie pour que vous offriez toujours une image impeccable. En ce moment, ne ratez pas le nouveau Movano en traction ou propulsion et ses 17 mètres cubes de volume utile. Merci de votre confiance et à bientôt. France Auto, l'ambition de l'excellence. Opel. Nouveau, le sac à sapin est 100% biodégradable et compostable, car il est fabriqué à base de céréales. Il peut être jeté directement avec le sapin. Décoratif et pratique, le sac à sapin est surtout généreux. 1,30 € reversé à Handicap International. L'hôtel Spa Le Calendal vous accueille à Arles, idéalement placé entre le théâtre antique et l'amphithéâtre romain. Le Calendal, c'est aussi un espace de détente et de soins avec une piscine ouverte toute l'année qui donne sur l'amphithéâtre. Idéal pour les fêtes avec ses bons cadeaux, le Calendal vous propose une restauration typique aux accents méridionaux. Retrouvez toutes les informations et réservez en ligne sur le www.lecalendal.com. Alors un petit peu de patience pour le derby. On va d'abord parler de handball parce que Montpellier recevait Kolding en Ligue des Champions. Un sujet de Jean Brun. On regarde. Après leur victoire quasi fondatrice par 6 buts d'écart chez les Danois de Kolding, l'équipe de Patrice Canaillé ne pouvait craindre qu'une chose, céder à la facilité au match retour. Pour leur 3e sortie à l'Arena, les coéquipiers de Michael Guigou entamaient la rencontre sur un rythme élevé en s'appuyant sur un vide Kavtichnik au bras supersonique. Au quart d'heure de jeu, le MAHB menait 10-5 et n'allait plus rien abandonner à des Danois trop vite résignés, dominés par une défense de fer et des rotations usantes. C'est important d'avoir beaucoup de rythme, donc pour avoir beaucoup de rythme, si on veut jouer à cette vitesse-là, il faut faire tourner beaucoup l'équipe. C'est important de garder beaucoup de lucidité. Sans jamais tomber dans l'excès, Montpellier poursuivait son effort en seconde période, s'offrant le luxe du beau geste, propre à enflammer les 9000 spectateurs conquis de l'Arena. Seul Bo Spellerberg parvenait à surnager face à la Furia montpelliéraine, mais au final, c'est une véritable fessée que le MAHB a infligée à Kolding sur le score sans appel de 40-25. C'est vrai qu'on a produit vraiment 2 matchs excellents et encore à domicile en encaissant vraiment très très peu de buts face à une équipe comme Kolding qui a des joueurs de classe internationale et qui a fait de très bons résultats en Ligue des Champions. Ils ont battu Hambourg et c'est pour ça qu'on est très satisfait du match des 2 confrontations aller-retour face à Kolding. Karabatic et les siens retrouveront la Ligue des Champions au mois de mars après les championnats du monde.
C'est alors une nouvelle compétition qui commencera. Et Montpellier se retrouve seul deuxième de ce groupe B. Un petit mot de Michael Guigou là, qui a effectué son dernier match avant son opération. Il s'est opéré demain du genou. Il a un petit bout de cartilage qui se promène dans le genou, donc il se le fait enlever. Il est a priori, il devrait participer au championnat du monde en Suède, mais à voir s'il n'y a pas de complications, bien sûr, de son opération. On parle de suite de volleyball. On envoie le jingle. On n'a pas... Ah oui, on entend, pardon, on entend Michael Guigou. Je pensais qu'on n'avait plus, mais on l'entend. C'est de ma faute. La dernière semaine était vraiment très particulière. J'ai eu par exemple, vendredi, j'étais complètement à la rue au niveau de l'entraînement. J'avais vraiment, c'est pas facile de continuer à jouer tout en pensant que dans 4 jours après, on va se faire opérer. Donc j'étais pas bien. Samedi, j'ai essayé de me remettre un coup de boost. Là, ce soir, en première mi-temps, je me sentais pas très bien. J'avais des tensions à droite à gauche, donc c'était pas la meilleure. C'était pas la meilleure façon d'aborder les matchs. Maintenant pour la deuxième mi-temps ça s'est bien passé, j'ai moins eu de douleur, je suis content de partir comme ça en m'étant régalé en deuxième. Malgré tout on peut compter vous revoir pour les championnats du monde? Ouais, pour les championnats du monde normalement après ça reste une opération donc il peut toujours y avoir des complications, j'espère que ça va. Si tout se passe bien normalement pour le mondial il ne devrait pas y avoir de soucis. D'après Arnaud Josserand, il ne devrait pas y avoir de soucis, c'est un petit bout de cartilage. Ouais, ça dépend de la taille du cartilage, mais bon, non, c'est vrai, ça se fait bien ça maintenant. D'accord, alors demain soir, c'est le derby entre Montpellier et Sète. On envoie le jingle cette fois-ci. Alors, Sébastien Tournier, désormais à l'Arago 7, vous êtes blessé, vous participerez pas à ce derby, mais comment se passe votre début de saison à l'Arago ? C'est plutôt positif parce qu'au vu des résultats, on a une seule défaite et avec aussi une victoire en Coupe d'Europe. On a passé le premier tour de Coupe d'Europe aussi, donc pour l'instant c'est que du positif. Alors vous enchaînez les matchs, 2 matchs par semaine, vous partez en Ukraine la semaine prochaine. On part en Ukraine, ça va être un peu le périple là, mais bon, c'est la Coupe d'Europe, c'est ça aussi qui fait que c'est plaisant, quoi. On voit du pays. Alors vous avez gagné face à Tourcoing, belle victoire, 3-7-1 avec un dernier set d'anthologie. Et puis vous Arnaud, vous avez gagné à l'extérieur face faire cette tête-là. à Saint-Quentin. Non mais parce que vous êtes les champions de France des matchs à l'extérieur. Ouais, depuis 3 victoires, 3-7-0. Ouais, c'est vrai on voyage bien depuis le début de saison. C'est vrai aussi, il faut reconnaître qu'on a joué contre des équipes qui n'étaient pas très très bien classées, puis qui étaient un petit peu dans le doute, mais on a su appuyer là où ça faisait mal, et on a fait 3 bons matchs à l'extérieur. Là où ça fait mal, notamment au service bloc. J'aimerais qu'on regarde encore les résultats, s'il te plaît Thierry, parce que donc on regarde brièvement, donc Arago 7 3-1 face à Tourcoing, Montpellier 3-0 à Saint-Quentin. Paris qui gagne 3-2 face à Nantes-Rezé qui se défend pas mal, le promu. Cannes, Ajaccio 3-1, Ajaccio aussi. Donc c'est finalement, c'est assez homogène, beaucoup d'équipes qui se valent. C'est un championnat qui est très très ouvert et on voit tous les week-ends, on se dit oh là tiens, comment ils ont fait pour perdre, ou tiens ils ont perdu chez eux, etc. Donc c'est vrai que il y a vraiment que des bonnes équipes. On a vu Ajaccio qui a fait un super tournoi de la Ligue, qui aurait pu aller en finale en battant Tours presque en demi-finale. Donc non, c'est vraiment un championnat qui est très ouvert. Mais justement, on regarde le classement. Alors là, Arago 3e, Montpellier 5e. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu 2 équipes de Montpellier et Sète aussi bien placées avant un derby, Sébastien. Oui, c'est vrai. Moi, les 3 années que j'ai faites à Montpellier, c'était ça. On était tout le temps soit bien devant, soit bien derrière. Donc voilà. Donc ça, c'est bien. C'est bien pour le volley du coin. Alors, c'est intéressant. Ça va être intéressant. Puis je pense qu'en plus les 2 équipes jouent bien. Je pense qu'on a en plus des jeux un petit peu similaires dans le sens où on a les 2 équipes pour l'instant qui défendent beaucoup. Donc j'espère en tout cas que ça va être un beau match et puis qu'il y a des échanges qui vont être à mon avis assez longs. Donc il va falloir être patient, comme on dit dans le jargon du volleyball, dans l'échange, Sébastien. Oui. Enfin, c'est ce qui fait maintenant la force des 2 équipes. Donc c'est justement cette patience et l'envie en plus de défendre les ballons. Donc, du coup, je pense qu'il va y avoir du spectacle. Il va y avoir du spectacle. Et le derby, c'est toujours un spectacle. Et c'est toujours un peu spécial. Vous en êtes à combien de derbies chacun Montpellier 7 Moi, ça fait 5 ans que je suis là. Donc c'est mon 9e derby. Donc, et j'ai eu le bonheur de commencer ma première saison à Montpellier par un derby à 7. Donc
Bon, je pense que j'ai un peu l'habitude maintenant. Non, mais c'est vrai, ça va être chaud. Puis en plus, il y a eu beaucoup d'invitations qui ont été lancées par l'agglomération. Oui, on va en parler. Mais j'aimerais revenir sur le derby de l'an dernier à 7 quand même. Lourde défaite de Montpellier 3-0. Vous vous en souvenez, Sébastien? Vous étiez de l'autre côté. J'étais de l'autre côté. Ouais. Oui, je m'en souviens bien. Ouais, pas bien joué. Mais bon, voilà. Eux étaient de toute façon dans une spirale de victoire où vraiment tout leur réussissait. Et puis nous, c'était pas tout à fait la même chose. Et du coup, on est arrivé là-bas. On était un ton en dessous, quoi. Ils nous ont étouffés. Ouais. Alors, on parlait de deux équipes qui ont un petit peu le même style de jeu, avec une grosse défense, un bloc défense conséquent. Mais ça va se jouer sur quoi, Arnaud, demain, entre autres? Le volet moderne aujourd'hui, c'est le rapport service-réception. Hein. Donc celle des deux équipes qui va dominer dans ce secteur-là, elle a le plus de chances de remporter la victoire. Maintenant, c'est vrai aussi que les deux équipes avec un service-réception qui est un peu dominé peuvent s'en sortir justement grâce à cette défense-là qui est omniprésente. Donc c'est que des détails, mais ça va être intéressant. Ça va être intéressant à jouer. Qu'est-ce que vous avez rectifié par rapport aux deux défaites que vous avez connues à domicile, donc face à Nantes et face à Beauvais, deux défaites 3-1? Qu'est-ce que vous avez su changer, on va dire? Je pense qu'on n'a pas changé grand-chose, mais on a continué à travailler justement. Bon, faut savoir aussi que Oudicek arrivait de l'équipe nationale. Oudicek, c'est le pointu. Et qu'en équipe nationale, il jouait réceptionneur attaquant. Donc c'est carrément un changement de poste radical et un changement d'aile. Donc du coup, il a fallu qu'il se règle. On a eu 10 petits jours pour se régler. On a eu le tournoi de la Ligue et au tournoi de la Ligue, on a joué avec Pierrick Linel parce que le deuxième passeur parce que Loïc Lemarec avait un torticolis. Donc les réglages ne se sont pas peaufinés. Et je pense qu'on a notre début de saison et malheureusement nos premiers matchs à domicile, c'était un peu la fin de nos réglages, quoi. Et là, notre jeu commence à être bien plus léché, bien plus coulant. C'est plus net, quoi. Donc je pense que là, on commence à trouver un niveau de jeu assez homogène. Avec une réception, je trouve, bien meilleure que l'an dernier, quand même. Ouais, c'est vrai que... Et avec un libéro qui revient bien, qui avait un coup de moins bien l'an dernier, Rafini. Il a eu un début de saison un peu difficile, mais sur la fin de saison, quand on avait basculé justement Oudicek en pointe, ça sécurisait beaucoup l'équipe et justement notre niveau d'attaque était beaucoup plus performant. Et puis là, il fait un très bon début de saison. Julien Linel aussi, Guillaume Kesque, les jeunes en général. Puis orchestré par les 2-3 vieux qui sont autour, là, c'est pas mal, voilà, maintenant. Vous, Sébastien, la 7, c'est une équipe qui n'a pas trop évolué par rapport à l'an dernier. Hein. Non, pas du tout. C'est la stabilité avec... Il n'y a eu que 2 changements, en fait. C'est des réceptes-attaques qui tournent pas mal avec l'apport du jeune en fonction des blessures aussi, parce qu'il y a eu quand même pas mal de blessures. Il y a eu Manu Ragondé qui avait un problème de dos et de genoux. Qui revient bien. Baptiste Gélère, en fait, quand Manu revenait, Baptiste s'est blessé au tournoi de la Ligue, s'est fait une entorse à la cheville, donc du coup, il n'a pas pu faire le début de saison. Donc ça a été remanié, mais en fonction des libéraux qui a joué en récepte attaque. Voilà, exactement. Et c'est Manu qui jouait libéraux à sa place. Donc là, maintenant, la configuration est la même que celle de l'année dernière. Et en plus, il y a donc Juno Mistoko qui a signé et moi. À la place Mistoko à la pointe également. Voilà. En plus. Ok. Alors qu'est-ce que vous pensez? Parce que moi, j'ai voulu isoler 2 joueurs. 2 passeurs, Loïc Lemarec pour Montpellier et puis Benjamin Tonuti qui est passeur avec vous de l'équipe de l'Arago 7. Vous qui êtes expérimenté, qu'est-ce que vous pensez de ce jeune passeur Benjamin Tonuti? Moi je le trouve vraiment très fort, quoi. Et, ce qui est exceptionnel en plus, c'est qu'il n'a que 21 ans et il joue déjà avec de la bouteille, quoi. Il a déjà une expérience. Au niveau de quoi? Au niveau des choix? Au niveau des choix, au niveau de la gestion du match, au niveau du caractère, au niveau de... C'est incroyable. Et sa gestion mentale, du match, il est vraiment très fort, quoi. On sent qu'il ne doute jamais. Voilà. Même s'il fait une mauvaise passe, il va se replacer. Et si les attaquants le regardent, ils se disent c'est bon, il a compris, il sait ce que je veux, etc. Donc ça, c'est une vraie force, quoi. Est-ce qu'on peut dire, Arnaud, qu'il y a un match dans le match avec ces 2 passeurs de chaque côté, avec Loïc Lemarec?
ex-passeur d'équipe de France. Ouais, c'est vrai que voilà, d'un côté il y a la jeunesse, de l'autre côté il y a l'expérience, mais ça va être la même chose entre Manu Ragondet et Julien Linel, Guillaume Quesque et Barré, même si c'est pas tout à fait le même profil, les deux pointus, ça va être un peu ça pour tout le monde, quoi. Hein. Donc, mais c'est vrai que déjà de la réception, après au sortir de la réception, on va beaucoup analyser le jeu des deux passeurs, quoi. Mais bon, c'est normal. Alors, que penser de ce match là demain? Est-ce que il va y avoir une ambiance particulière avec est-ce qu'on a de la pression, un peu plus de pression que d'habitude? Oui, après c'est les dirigeants, les anciens qui mettent un peu plus la pression, parce qu'après nous en tant que joueurs, les protagonistes, il y a pas. Match, voilà, c'est un match, c'est un match qui est important au vu du résultat par rapport au classement, au nombre de points, etc. Voilà, parce que c'est deux équipes qui sont proches. Mais après, la pression, elle vient essentiellement des dirigeants qui, eux, ont vécu les derbies des années 80, etc. Qui a été beaucoup plus chaud, quoi, que maintenant. Alors, il va y avoir du monde en plus demain, Arnaud. Hein. Du bon monde, hein, comme on dit, c'est ça. Alors, expliquez-nous. C'est l'agglomération qui a pris en charge l'organisation de la rencontre et donc qui a invité toutes les équipes de haut niveau de l'agglomération. Donc je crois qu'il y aura le rugby, le foot, le hand. Donc il y aura pas mal de beau monde, pas mal de stars montpelliéraines du sport de haut niveau. Et donc ces gens-là, forcément, il y a des gens qui vont venir pour voir le match de volley, puis il y a peut-être des gens qui vont venir pour voir ces gens-là aussi. Donc ce sera chaud. L'année dernière, quand on avait fait 7 Montpellier à Coubertin, je crois qu'il y avait plus de 3000 personnes. Donc c'est bien. Ça va être bien de jouer. C'est l'occasion de remplir cette salle qui est difficile à remplir quand même. Elle est difficile à remplir, elle est très grande, elle est très excentrée. Il y a peu de parking, mais c'est une belle salle quand même. C'est une belle salle et j'espère qu'il y aura du monde pour ce beau match. Arnaud, vous allez jouer 3 matchs à Castelnau. Et on va jouer 3 matchs à Castelnau dans la saison. C'est une opération un peu de partenariat avec Castelnau, c'est une belle salle de volley-ball. C'est une belle salle. Alors moi, c'est là où il y avait le tournoi qualificatif olympique 92. J'y étais. Vous y avez joué, Arnaud. Je me suis qualifié avec l'équipe de France là-bas, donc c'est vrai que j'ai des super souvenirs. Non, c'est une super salle. L'année dernière, quand on a fait le tournoi de la Ligue, on a fait quelques matchs là-bas, et c'est vrai que c'est une salle qui est bonne capacité, très bon sol. Vous espérez qu'il y ait plus de monde, ce match à Castelnau? À Castelnau, non, enfin pas plus de monde, mais qu'il y ait du monde, ouais, justement, qu'il y ait des gens qui viennent nous voir, et puis qu'on puisse éventuellement se jauger sur jouer dans une autre salle que Coubertin. Ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant. Coubertin, c'est une belle salle, mais elle est vraiment très grande. Donc il faut qu'il y ait vraiment beaucoup de public. Et je rends hommage au président du club des supporters, parce qu'à chaque fois ils viennent, ils battent des tambours, etc. pour essayer de mettre de l'ambiance quand il n'y a pas grand monde. Mais elle est difficile à remplir aussi parce que excentrée, quoi. Sébastien Tournier, juste un mot sur vous personnellement. Vous avez remplacé Benjamin Tonuti sur plusieurs matchs. Là, ça s'est plutôt bien passé pour vous. Sur un seul match. Sur Ajaccio. Ouais, sur Ajaccio. Face à Ajaccio. Ouais. En fin de match, parce qu'il avait un petit problème au mollet aussi. Donc, et ça s'est bien passé. Sur vous vous sentez comment, ça va. À part vos problèmes physiques, vous vous sentiez comment? Je me sentais bien, relativement bien sur ce match-là. Mais après, il faut dire que le collectif y est pour beaucoup, quoi, parce que ce sont des joueurs qui sont vraiment au service du collectif. Donc du coup, nous, avec Junot, on est arrivé un peu cerise, quoi, sur le gâteau. Et en fait, on a été vraiment très très bien intégrés. Donc du coup, c'est facile en fait de jouer avec des joueurs... Comme déjà un groupe de copains comme ça. Voilà, exactement. Ouais. Et vous restez combien? Vous avez combien? Vous êtes signé pour combien? 1 an. 1 an, d'accord. Une saison. Et après votre conversion? On verra. Vous avez une idée déjà ou pas? Oui. Et plus ça va, plus on y pense. Forcément. Et alors, vous allez faire quoi? Je vais entamer une formation, je vais faire travailler dans une entreprise, 2-3 trucs. D'accord. Vous habitez encore à Montpellier alors? Oui. D'accord. Ouais, toujours. Ok. Bon, Arnaud, pour conclure ce derby, un petit pronostic, tous les deux? On se lance? Moi, j'espère que nous, on va gagner. Je pense que comme ce sera un match long et difficile, je dirais qu'on va gagner 3-2. 3-2. Moi, j'aurais dit 3-1 pour nous. Mais voilà. Il va prendre 3 points. Moi, je suis moins gourmand. Merci à tous les deux. Bon derby. On rappelle des places à gagner au 04 67 41 88 37. On regarde en bref d'autres résultats rapidement, parce qu'il y avait du basket féminin. Montpellier qui l'a emporté chez la Lanterne Rouge, Calais, 177 à 63. En hockey sur glace, Montpellier l'a emporté 7 à 3 face à Valence. Et puis en tennis de table, c'est la Nationale 1
Rennes, Montpellier à Romagne 11-7 et Nîmes à Chartres 11-2. Montpellier premier, Nîmes deuxième, c'est tout bon. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique de cette LTV qui m'a aidé à réaliser cette émission. Et puis à la semaine prochaine pour un nouveau 7 Sport. Salut.